Les confidences de René Sadi qui ne rassurent pas. 56 jours. 56 jours sans une seule image du président de la République du Cameroun. 56 jours de silence institutionnel, brisés ce dimanche par une poignée de phrases prononcées au micro de RFI. Des phrases pesées, presque trop pesées. Et pourtant, plus le ministre parle, plus une question s'impose. Pourquoi faut-il 4 lignes et 2 minutes pour dire simplement qu'un chef d'État va bien? Ce soir, on décortique ensemble une déclaration qui devait clore un débat, et qui, en réalité, vient de le rouvrir. Partie 1, ce que l'on sait, ce qui est vérifiable. Commençons par les faits. Les vrais. Ce qu'on peut dater, sourcer, vérifier. Paul Biya, 93 ans, dirige le Cameroun depuis 1982. 44 ans à la tête de l'État, doyen incontesté des chefs d'État en exercice dans le monde. Un record. Une longévité qui, à elle seule, mériterait 10 documentaires. Le 7 juin 2026, le président quitte Yaoundé pour un séjour présenté par la présidence comme un déplacement privé en Europe. Rien d'alarmant a priori. Les séjours du chef de l'État à l'étranger, on le sait, ne sont pas rares. Sauf que cette fois, les jours passent. Puis les semaines. Et le retour annoncé ne vient pas. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette absence, la vie institutionnelle du pays continue, du moins sur le papier. Le site de la présidence publie, en son nom, des messages adressés à des chefs d'État étrangers, dont un message de félicitations à Emmanuel Macron le 14 juillet. Le 22 juillet, 4 décrets présidentiels sont rendus publics, 2 nominations au conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures et 2 autorisations données au ministre de l'économie pour signer des accords de financement. Chaque texte porte la même mention protocolaire, Yaoundé, le 22 juillet 2026. Une formule qui, selon la tradition administrative camerounaise, ne signifie pas nécessairement que le signataire se trouvait physiquement dans la capitale au moment de la signature. Et pourtant, un détail change tout. Selon plusieurs médias, dont Jeune Afrique, le président se trouverait, lui, en Suisse. Aucune confirmation officielle n'a été apportée à ce jour. Un autre épisode, resté longtemps sous silence, mérite d'être posé sur la table. En juin, un homme se présente au siège de la CRTV, la télévision publique camerounaise, porteur d'un pli scellé. À l'intérieur, un document présenté comme un décret présidentiel, daté du 8 juin, portant un numéro d'enregistrement officiel. Ce texte désignerait, excusez la précision du terme, elle est importante, son propre porteur, un certain Sitchom Johan, comme vice-président de la République. Mise en page soignée, tampon de la présidence, signature attribuée à Paul Biya. La chaîne refuse de diffuser le document et l'homme est interpellé. Le gouvernement, lui, attend le 30 juin pour réagir. René Emmanuel Sadi indique alors que le document n'a jamais été signé par qui de droit, rappelant que la nomination d'un vice-président relève de la seule prérogative du chef de l'État. Plusieurs analystes camerounais qualifieront cet épisode de tentative de coup d'État institutionnel. Voilà pour les faits. Solides, datés, vérifiables. Le reste, tout le reste, relève de la zone grise. Et c'est précisément cette zone grise que le ministre de la Communication a tenté, ce dimanche, de refermer. Partie 2. Le conflit et les tensions. D'un côté, un gouvernement qui invoque la lettre de la Constitution. De l'autre, une opposition qui invoque l'esprit des institutions. Entre les deux, un pays qui attend. Du côté du pouvoir, la ligne est constante depuis le début de la crise. Aucune vacance du pouvoir n'a été constatée. Seul le Conseil constitutionnel serait habilité à la déclarer, et cette procédure n'a jamais été engagée. Un argument juridiquement défendable. Techniquement imparable, même. Mais dans le camp de l'opposition, on ne l'entend pas de cette oreille. Plusieurs figures politiques, dont le député Jean-Michel Nincheux et l'avocat Christian Timban-Bomo, réclament depuis des semaines que le Conseil constitutionnel se saisisse justement de la question. Leur argument, une république ne peut pas fonctionner indéfiniment sur la base du silence et des suppositions. Le parti d'opposition UDC va plus loin, pointant un vide institutionnel aggravant. Le poste de vice-président, créé par la révision constitutionnelle d'avril 2026, resterait à ce jour non pourvu. 2 lectures de la même constitution. 2 visions de ce qu'exige la stabilité d'un État. Et au milieu, un peuple qui n'a, pour trancher, que des décrets datés et des rumeurs non confirmées. Mini cliffhanger avant de poursuivre. Et si la vraie question n'était pas juridique, mais tout simplement humaine? Partie 3. Décryptage. Ce que la déclaration ne dit pas. Entrons maintenant dans ce qui constitue probablement le cœur de cette séquence politique. Car, en communication publique, ce qui est dit est important. Mais ce qui ne l'est pas peut parfois susciter encore plus de questions. C'est une règle bien connue des spécialistes de la communication de crise.
Une déclaration officielle ne se juge pas uniquement à ses mots. Elle se juge aussi à ses silences, à ses omissions, à ce qu'elle éclaire, et à ce qu'elle laisse encore dans l'ombre. Reprenons donc, calmement, les principales déclarations du ministre de la Communication, telles qu'elles ont été rapportées publiquement. Première affirmation. Le président Paul Biya est en vie. Une phrase courte, claire, directe, sans ambiguïté sur son contenu. Mais une question se pose naturellement. Est-ce que cette seule affirmation suffit à répondre à toutes les interrogations apparues depuis plusieurs semaines? Pas nécessairement. Car dire qu'une personne est en vie répond à une question bien précise. Mais cela ne répond pas automatiquement à toutes les autres. Comment va-t-elle? Où se trouve-t-elle exactement? Exerce-t-elle normalement ses fonctions? Comment l'État organise-t-il la continuité de son action? Ce sont des questions différentes. Et chacune appelle, en théorie, sa propre réponse. La communication publique fonctionne un peu comme un examen scolaire. Si le professeur demande « Combien font 2 plus 2 ?» et que l'élève répond « Je suis bien inscrit dans cette école », la réponse est vraie, mais elle ne répond pas exactement à la question. C'est précisément ce type de décalage qui nourrit souvent les débats. Encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer qu'une information est fausse. Il s'agit simplement d'observer qu'une réponse peut être exacte tout en laissant subsister d'autres interrogations. Et c'est là que commence la satire camerounaise. Chez nous, lorsqu'un voisin te demande « Tu es où ?» et que tu réponds « Je vais arriver ». Tout le quartier sait que cette réponse peut couvrir une infinité de situations. Tu peux être au portail. Tu peux être à 5 kilomètres. Tu peux être encore sous la douche. Tu peux même être en train de chercher les clés. « Je vais arriver » est devenu une unité de temps, totalement indépendante de l'horloge. En politique aussi, certaines formulations peuvent rassurer sur un point tout en laissant ouvert plusieurs autres. Deuxième déclaration. Le président Paul Biya n'a pas démissionné. Là encore, personne ne contestera que cette affirmation répond à une interrogation précise. Mais elle en ouvre immédiatement une autre. Car l'absence de démission ne renseigne pas, à elle seule, sur les modalités concrètes d'exercice du pouvoir pendant une période d'absence prolongée. Comment les décisions sont-elles prises? Quels mécanismes assurent la continuité administrative? Quel rôle jouent les différentes institutions? Autant de questions qui intéressent naturellement les citoyens. Dans tous les pays, lorsqu'une situation inhabituelle se présente, l'opinion publique cherche généralement à comprendre comment les institutions fonctionnent. C'est normal. Parce que l'État ne s'arrête jamais. Les écoles continuent. Les hôpitaux continuent. Les administrations continuent. Les décisions continuent. Le pays, lui, ne met jamais son activité en pause. D'où cette attente de clarté. Puis vient probablement la phrase qui a le plus retenu l'attention. Je ne peux pas vous dire avec exactitude quand est-ce qu'il revient. Et même si je le savais, il ne m'appartient pas de l'annoncer ici. Cette déclaration a immédiatement suscité de nombreuses réactions. Pourquoi? Parce qu'elle soulève une interrogation institutionnelle. Si le porte-parole du gouvernement estime qu'il ne lui appartient pas d'annoncer cette information, quelle autorité est alors chargée de le faire? Existe-t-il un calendrier de communication? Une procédure spécifique? Ou simplement un choix de discrétion? À ce stade, aucune réponse officielle plus détaillée n'a été apportée. Et lorsqu'une question reste sans réponse, le Cameroun entre dans son activité préférée. L'interprétation. Le Cameroun et les interprétations. C'est une longue histoire d'amour. Chez nous, une phrase de 10 mots peut produire 50 analyses. Une virgule oubliée devient une stratégie. Un silence de 3 secondes devient un signal politique. Une porte qui reste fermée devient déjà un documentaire en 4 épisodes. Nous avons parfois l'impression que chaque Camerounais possède, quelque part dans son salon, un diplôme imaginaire de spécialiste en décodage politique. On analyse les discours. On analyse les regards. On analyse les poignées de main. On analyse même la longueur des applaudissements. Si quelqu'un applaudit 3 secondes de moins, certains y voient déjà un changement d'allégeance. C'est notre côté créatif. Mais derrière cette caricature affectueuse se cache une réalité bien plus sérieuse. Lorsqu'une communication officielle tarde, l'espace public se remplit rapidement d'autres récits. Et ces récits ne reposent pas toujours sur des faits vérifiés. Ils reposent parfois sur des suppositions, des impressions, des extrapolations, des interprétations. Voilà pourquoi les spécialistes de la communication de crise insistent souvent sur un principe simple. Communiquer tôt. Communiquer clairement. Communiquer régulièrement.
Non pas pour satisfaire la curiosité, mais pour éviter que le vide informationnel ne soit occupé par des spéculations. Car le silence possède une particularité étonnante. Il ne reste jamais vide très longtemps. Il attire immédiatement les hypothèses. Et plus il dure, plus ces hypothèses deviennent nombreuses. Dans cette affaire, plusieurs observateurs ont justement relevé la chronologie. Selon eux, il se serait écoulé plusieurs semaines entre les premières interrogations publiques et la première intervention gouvernementale directement consacrée au sujet. Durant cette période, différents événements ont alimenté les débats, notamment la circulation d'un faux décret largement commenté sur les réseaux sociaux, puis la publication de plusieurs décrets officiels avant la prise de parole du ministre. Cette succession d'événements est publique et chacun peut la replacer dans son ordre chronologique. Mais elle montre surtout une chose. Lorsque l'information officielle arrive tardivement, elle ne répond plus seulement aux questions initiales. Elle doit aussi répondre à toutes celles qui sont apparues entre-temps. Et cela devient beaucoup plus difficile. C'est un peu comme vouloir arrêter une marmite de haricots qui déborde. Une fois que ça déborde, ce n'est plus seulement le feu qu'il faut gérer. Il faut aussi nettoyer la cuisine. En communication politique, c'est exactement pareil. Une rumeur qui circule pendant plusieurs semaines finit par produire ses propres ramifications, même lorsqu'une mise au point officielle intervient ensuite. Car les citoyens ne se demandent plus uniquement ce qui est vrai. Ils se demandent aussi pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Et c'est peut-être là le véritable sujet. Non pas seulement le contenu de la déclaration, mais son calendrier. Car en matière de communication publique, le temps compte presque autant que les mots. Une information exacte communiquée très tard peut parfois avoir plus de difficultés à convaincre qu'une information donnée rapidement et accompagnée d'éléments concrets. Enfin, une dernière question demeure. Elle dépasse largement cette séquence politique. À partir de quel moment l'absence prolongée d'informations suffisamment précises devient-elle elle-même un fait politique? C'est une interrogation que l'on retrouve dans de nombreuses démocraties comme dans d'autres systèmes politiques. Parce qu'au fond, la confiance ne repose pas uniquement sur ce qui est déclaré. Elle repose aussi sur la capacité des institutions à informer régulièrement, de manière transparente et vérifiable. Et c'est précisément cette réflexion que cette séquence invite chacun à mener, avec prudence, esprit critique et sans confondre les faits établis avec les hypothèses qui continuent d'alimenter le débat public. Partie 4. Satire des pratiques. Le manuel du silence bien géré. Quittons maintenant les personnes. Parce que cette vidéo ne cherche pas à juger des individus. Elle s'intéresse plutôt à une méthode. Une façon de communiquer que l'on retrouve, sous des formes différentes, dans plusieurs pays lorsque le pouvoir traverse une période délicate. Appelons-la, avec un peu d'humour, le manuel du silence bien géré. Un manuel imaginaire, bien sûr. Il n'existe dans aucune librairie. Aucune université ne l'enseigne officiellement. Mais lorsqu'on observe certaines séquences de communication politique à travers le monde, on a parfois l'impression que plusieurs gouvernements en possèdent un exemplaire soigneusement rangé dans un tiroir. Ouvrons donc ce manuel satirique. Premier chapitre. Quand on ne peut pas montrer, on affirme. C'est probablement la règle la plus connue. Lorsqu'une situation suscite des interrogations, deux options existent. Soit on apporte des éléments qui permettent au public de comprendre la situation. Soit on privilégie une déclaration officielle. Naturellement, chaque État choisit sa manière de communiquer. Mais il existe une différence entre une affirmation et un élément vérifiable. Une affirmation informe. Un élément vérifiable permet aussi au public de contrôler cette information. Dans cette séquence, beaucoup de commentaires se sont concentrés sur cette distinction. Parce que les citoyens ne cherchent pas seulement des phrases. Ils cherchent aussi des repères, des faits, des éléments concrets. Et c'est ici que la satire camerounaise intervient. Imaginez un voisin qui disparaît pendant plusieurs semaines. Tout le quartier commence naturellement à se demander s'il est parti en voyage. Un matin, son cousin sort devant la maison. Tout le monde l'entoure. On lui demande « Grand, il est où ?» Le cousin répond simplement « Il est vivant ». Puis il rentre dans la maison. Fin de la conférence de presse. Le quartier reste exactement avec les mêmes questions. Personne ne conteste la réponse. Mais chacun continue de s'interroger. Parce que la réponse apportée ne couvre qu'une partie des interrogations. C'est exactement ce qui rend la communication publique si délicate. Répondre n'est pas toujours répondre à tout. Deuxième chapitre. Quand la question dérange, on corrige celui qui la pose. Voilà une technique vieille comme la politique elle-même. Au lieu de répondre entièrement à la question, on explique que la véritable difficulté vient de la manière dont elle est formulée. Autrement dit, le problème ne serait plus la situation.
Le problème deviendrait la perception de la situation. On retrouve cette logique dans de nombreux contextes internationaux. Et c'est pourquoi il faut éviter d'en faire une particularité exclusivement camerounaise. Dans cette approche, on rappelle les textes. On rappelle les procédures. On rappelle les règles. Ce qui est parfaitement légitime. Mais les citoyens continuent parfois à poser une autre question. Très simple. Très concrète. Comment les institutions fonctionnent-elles aujourd'hui, dans la pratique? Car connaître la Constitution est une chose. Comprendre comment elle s'applique dans une situation exceptionnelle en est une autre. Chez nous, cette méthode ferait sourire. C'est comme demander à un chauffeur de taxi. Grand, pourquoi on est bloqué depuis 1 heure? Et qu'il répond. Tu connais le code de la route. La réponse est certainement intéressante. Mais elle ne fait pas avancer le véhicule. Les passagers continuent surtout à regarder leur montre. 3e chapitre, le mot magique. Bientôt. Ah, le célèbre « bientôt ». Quel mot extraordinaire. Probablement le mot le plus souple de toute la langue française. Bientôt peut vouloir dire demain, la semaine prochaine, le mois prochain, ou simplement, quand le moment sera jugé opportun. Il possède une qualité exceptionnelle. Il ne vieillit jamais. Une date précise peut être dépassée. Bientôt, lui, traverse les semaines avec une étonnante tranquillité. Chez nous, au Cameroun, bientôt est presque une philosophie. Tu appelles ton ami. Tu arrives quand? Bientôt. 1 heure plus tard. Tu es où? J'arrive bientôt. 2 heures plus tard. Donc, je suis presque là. Personne ne sait exactement où commence, presque. Personne ne sait où finit bientôt. Mais tout le monde finit par sourire. En communication politique, cette formule présente évidemment un avantage. Elle rassure sans fixer d'échéance. Elle ouvre une perspective, sans créer une obligation de calendrier. C'est pourquoi elle est souvent utilisée dans les périodes d'incertitude. 4e chapitre, la Constitution, invitée permanente des conférences de presse. La Constitution. Document fondamental. Référence essentielle de tout État. Elle mérite naturellement d'être rappelée. Mais certains observateurs relèvent parfois un phénomène intéressant. On invoque volontiers la Constitution pour rappeler ce qu'elle prévoit. Les citoyens, eux, demandent souvent aussi comment ces dispositions fonctionnent concrètement dans une situation exceptionnelle. Et c'est là que le débat commence. Parce que la Constitution fixe un cadre. La pratique institutionnelle lui donne ensuite sa réalité quotidienne. Autrement dit, entre le texte et son application, il existe parfois tout un univers. Un univers fait de décisions, de procédures, de communication, d'interprétation, et parfois, de silence. Au Cameroun, nous avons une formule populaire. Le papier accepte tout. Autrement dit, écrire une règle est une chose. La mettre pleinement en œuvre en est une autre. Et c'est précisément cette différence qui intéresse les analystes. Car une institution ne démontre véritablement sa solidité que lorsqu'elle traverse une période inhabituelle. Lorsque tout va bien, personne ne s'interroge. C'est lorsque les circonstances deviennent exceptionnelles que chacun regarde les mécanismes fonctionner. Où attendre? Où hésiter? Où communiquer? Voilà pourquoi cette réflexion dépasse largement les personnes. Elle concerne une culture de gouvernance, une manière de gérer l'incertitude, une manière d'organiser la communication, une manière de construire, ou non, la confiance. Et cette réflexion concerne de nombreux pays. Pas uniquement le Cameroun. Conclusion. Au terme de cette analyse, distinguons soigneusement ce qui relève des faits de ce qui relève des interrogations. Les faits publics sont connus. Le président Paul Biya est absent de la scène publique depuis plusieurs semaines. Le gouvernement a fini par prendre publiquement la parole après une longue période de silence. Il a affirmé que le chef de l'État est vivant, qu'il n'a pas démissionné et qu'il reviendra prochainement, sans communiquer de date précise. Dans le même temps, plusieurs responsables de l'opposition et de nombreux observateurs ont appelé à davantage de précisions sur la continuité institutionnelle.